Bon, imagine un peu la scène. On achète un vêtement blanc. Mais attention, la pièce absolument somptueuse, d'une perfection totale, vraiment immaculée à la sortie du magasin. Ouais, le genre de truc qu'on a presque peur de toucher, quoi. Exactement. Et la logique universelle voudrait qu'on le porte, ce vêtement, mais le mettre sur ses épaules pour sortir, pour vraiment affronter le tumulte du monde réel, c'est accepter une vérité complètement incontournable. Ce vêtement va se salir. Ah oui, c'est obligé. Il va affronter la poussière de la rue, le frottement des portes, sans parler de la petite maladresse classique avec une tasse de café. L'usure, en fait, elle est inévitable. Voilà. Et face à cette certitude-là, un choix très binaire s'impose. Soit on enferme cette pièce à double tour dans une housse au fond d'un placard pour conserver sa pureté originelle pour toujours. Mais en la rendant totalement inutile, du coup. C'est ça, exactement. Soit on la porte, on s'expose à la boue du quotidien et on accepte de sacrifier sa perfection en échange de la vie, en fait. Et cette image, elle illustre vraiment une tension fondamentale. C'est enfin un dilemme qui range complètement l'expérience humaine. La perfection idéalisée, pure, intouchable, elle heurte toujours de plein fouet la réalité qui est, elle, assez désordonnée. Ouais, c'est clair. On est viscéralement attiré par l'idée de la pureté, par ce qui ne fait l'objet d'aucun compromis, mais l'existence même, elle exige de se salir les mains pour pouvoir avancer d'un seul pas. Et c'est très exactement cette tension, vertigineuse, qui rend notre exploration d'aujourd'hui si percutante, je trouve. L'objectif, là, c'est de plonger au cœur d'un affrontement psychologique et philosophique majeur. Ah oui, et pas n'importe lequel. Non, celui mis en scène par Jean Anouilh au XXe siècle, dans sa fameuse réécriture du mythe d'Antigone. Et on prévient tout de suite ceux qui nous écoutent, il ne s'agit pas du tout ici de dépoussiérer des vieilles toges ou de disserter sur de la mythologie ancienne. Non, on est sur un choc titanesque d'une actualité hyper troublante. Grave, c'est la collision frontale entre un idéalisme absolu, vraiment farouche, et un pragmatisme brutal et terriblement terrestre. Et on va voir pourquoi le refus pur et dur, le fait de dire un non définitif au monde, est si souvent glorifié comme la quintessence même du courage. Mais surtout, et c'est peut-être ça le plus déstabilisant, on va voir en quoi le simple fait de continuer à vivre, d'accepter de se plier aux règles, de faire des compromis, ça exige en réalité une forme d'héroïsme beaucoup plus lourde. Et beaucoup plus silencieuse. Avant même de regarder les protagonistes s'entre-déchirer sur scène, il faut qu'on comprenne l'arène dans laquelle Anouilh les a enfermés. Parce que les règles de ce monde sont très, très particulières. Bon, décortiquons tout ça. Comment ça marche, ce cadre tragique? Eh bien, l'architecture de cette arène, elle nous est donnée d'emblée par le chœur. Dans la mécanique théâtrale antique, et reprise ici, le chœur, c'est un peu cette entité en retrait qui observe et qui commente l'action pour nous. Ouais, la voix off, en gros. C'est ça. Et la définition qu'il donne de la tragédie, elle pose direct un cadre complètement paradoxal. Il dit une phrase du genre c'est propre, la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Attends, c'est fou quand même. Le terme reposant, là, il semble presque absurde. Comment on peut qualifier de reposante une machine qui broie des êtres humains et qui les mène droit vers leur propre destruction? C'est paradoxal, oui. Carrément. Ça ressemble beaucoup plus à une agonie qu'à un repos, ton truc. En fait, la provocation, elle est super volontaire de la part de l'auteur. Ça révèle carrément l'ingénierie même de la tragédie par opposition au drame classique. Ok, c'est-à-dire, c'est quoi la différence fondamentale? Le drame, c'est angoissant parce que ça ménage toujours une petite place à l'espoir. Dans un drame, le héros peut encore s'en sortir en extremis, un messager peut débouler à la dernière seconde, un retournement de situation est possible. Le drame, c'est incertain, c'est soumis au hasard. Ouais, il y a du suspense, quoi. Exactement. La tragédie, au contraire, c'est mathématique. Dès la première réplique, bam, le piège est refermé. Et tout est déjà joué d'avance. La machine, elle est parfaitement huilée pour broyer ses personnages. Et donc c'est ça qui la rend reposante? Oui, c'est précisément cette élimination totale de l'espoir, cette désintégration du concept même du peut-être qui rend le truc reposant. Parce que l'angoisse, elle naît toujours de l'incertitude et du libre arbitre. En supprimant l'incertitude, on supprime instantanément l'angoisse. Ah ouais, je vois le truc. C'est un peu comme, c'est comme l'expérience d'un immense grand 8 dans un parc d'attractions. Ah, la fameuse montée qui fait peur. C'est ça. Quand tu fais la queue en bas ou quand le wagon monte super lentement la première grande pente mécanique, tac, 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 là, l'anxiété, elle est terrible. Le cœur bat à 1000 à l'heure, tu te demandes vraiment pourquoi t'as fait ce choix débile, t'as juste envie de faire demi-tour. Totalement l'angoisse du choix. Lié à la prise de décision, il s'évapore d'un seul coup.
Bah oui, vu que t'as plus le contrôle. Exactement. Le chemin, il est tracé sur des rails. T'as plus à t'inquiéter de devoir tourner à gauche ou d'anticiper un freinage d'urgence sur la route. T'as plus qu'à te laisser happer par le vide jusqu'au crash inévitable. Et d'une certaine manière, c'est vrai que c'est infiniment plus libérateur que de devoir conduire soi-même dans les embouteillages moraux de tous les jours. C'est une super métaphore. Et si l'on relie ça à une vision plus globale, ça montre bien que l'absence d'espoir, c'est la condition sine qua non pour que l'héroïsme tragique puisse se déployer dans toute sa pureté. Parce que s'il y avait une porte de sortie, ce serait plus pareil, hein. Esthétique absolue. Ça se transformerait en calcul, en négociation vulgaire. La tragédie, elle offre à ses personnages le confort terrifiant de ne plus rien avoir à choisir pour échapper à leur sort. C'est le destin qui tient le volant. Point barre. Et ce cadre géométrique, sans aucune échappatoire possible, il force inévitablement deux visions du monde irréconciliables à se percuter de plein fouet. D'un côté, on a Antigone, l'héroïne, et de l'autre, Créon, le roi, l'homme de pouvoir. Et leurs mots dessinent direct une frontière ininfranchissable. C'est clair. Antigone, elle pose son postulat sans la moindre nuance. Elle balance moi je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. C'est vraiment l'absolu érigé en système de pensée. Ouais, c'est la revendication typique de la jeunesse dans ce qu'elle a de plus féroce et de plus intransigeant, tu vois. Antigone, elle exige un monde sans aucune zone grise, où la justice et la vérité, elles s'appliquent immédiatement à 100%. Elle refuse le monde tel qu'il est, quoi. Totalement. Elle refuse catégoriquement la vie comme elle est, avec ses demi-mesures, ses petites tiédeurs. Et face à cet éclat de pureté, Créon, qui est son oncle, mais surtout le souverain de Thèbes, il lui répond avec toute la lourdeur de l'expérience adulte. Et il dit quoi exactement? Il lui lâche, c'est facile de dire non. Dire oui, il faut suer et retrousser ses manches. Ah ouais? Mais honnêtement, si on s'arrête juste un petit instant sur l'attitude d'Antigone, est-ce que cette posture de refus absolu, c'est pas finalement juste un énorme caprice d'une enfant gâtée par ses propres idéaux? C'est une vraie question. Bah oui, c'est infiniment plus facile de vouloir garder les mains propres, d'exiger la perfection morale et de jouer les martyrs magnifiques, quand au final on ne gère absolument rien. Elle n'a aucune responsabilité matérielle sur les épaules. C'est le privilège de ceux qui ne sont pas aux manettes. Grave. Elle n'a pas à assurer l'approvisionnement en eau de la ville. Elle n'a pas à empêcher la guerre civile ou à rendre la justice au quotidien. Créon, par contre, il porte toute la putain de structure sociale sur ses épaules. C'est lui qui fait le sale boulot. Du coup, l'idéalisme d'Antigone, ça ressemble quand même à un immense luxe que seuls ceux qui n'ont pas le pouvoir peuvent s'offrir, non? Et cela soulève une question cruciale, et c'est même le centre du basculement philosophique qu'opère Anouilh ici. La force de cette pièce, c'est justement qu'elle ne distribue pas bêtement les bons et les mauvais points. Ah oui, c'est pas les gentils contre les méchants. Pas du tout. Elle expose deux formes de courage organique qui sont toutes les deux valides, mais qui sont fondamentalement incompatibles. Antigone incarne une pureté héroïque qui brûle tout sur son passage, ok. Mais Créon, lui, défend ce qu'on pourrait appeler l'héroïsme de la résignation lucide. La résignation lucide, ouais, c'est un bon terme. Il sait pertinemment que le monde est laid, qu'il est injuste et imparfait. Mais pour lui, dire oui à la vie, ce n'est pas une simple capitulation lâche. C'est accepter un fardeau vraiment écrasant. C'est le poids des responsabilités, quoi. C'est ça. C'est accepter de prendre des décisions qui sont moralement douteuses, mais pour éviter un désastre encore plus grand. C'est consentir à être haï et à se salir littéralement les mains pour que la cité ne s'effondre pas. Donc, en somme, dire non, c'est faire le choix de mourir pur, comme une étoile filante qui s'éteint d'un coup, dans toute sa beauté. Mais dire oui, c'est accepter de vivre taché en plongeant les bras dans le cambouis jour après jour. Exactement. L'idéalisme radical d'Antigone, il ne peut s'accomplir que dans la destruction, parce que de toute façon, la réalité ne sera jamais à la hauteur de ses exigences folles. Et Créon, alors? Le pragmatisme politique de Créon, à l'inverse, il se nourrit de compromis continuels, de petits arrangements tous les jours. L'impasse dramatique, elle vient du fait qu'aucun de ces deux principes ne peut tolérer l'existence de l'autre. Ouais, ça coince. Mais tu sais, face à un tel gouffre idéologique, on s'attendrait presque à ce que les deux personnages tentent de trouver une passerelle. Enfin, la diplomatie humaine normale, ça repose sur le débat, sur l'échange d'arguments pour désamorcer le conflit. Essayez de trouver une solution au milieu, quoi. Voilà, à compromis. Sauf que, dans cette confrontation précise, l'un des protagonistes va méthodiquement détruire l'outil même de la communication. C'est dingue. Et c'est Antigone qui fait ça? Face aux arguments de Créon, qui essaie vraiment de lui expliquer les contraintes du pouvoir de lui faire entendre raison, elle lâche une phrase glaçante. Elle dit quoi? Elle dit « Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non
et pour mourir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que là, Antigone ne rejette pas seulement les arguments politiques de son oncle, c'est plus profond. Elle sabote délibérément la machine intellectuelle qui rend ses arguments possibles, non? Oui, c'est le point de rupture absolu. Le refus même de comprendre, c'est un geste d'une violence philosophique inouïe. C'est un peu le rejet de l'intelligence artificielle, enfin de l'intellect tout court, face au conflit. Exactement. Parce que dans n'importe quel conflit, faire l'effort de comprendre l'adversaire, c'est déjà entamer un processus de reddition. C'est admettre que la réalité de l'autre contient une petite part de validité, qu'il existe des circonstances atténuantes, des petites nuances. Et la nuance, c'est l'ennemi de l'absolu. Absolument. À la seconde même où la nuance pénètre dans l'équation, l'absolu s'effondre, le compromis a commencé. Donc Antigone protège sa pureté en cadenassant carrément son esprit. La dynamique psychologique de cette scène, elle est fascinante. Imagine une seconde une prise d'otage dans un film d'action. Le bâtiment est complètement cerné, les négociateurs de la police arrivent avec tous leurs protocoles, leur super formation en psychologie comportementale, tu vois le genre? Ouais, les gars ultra entraînés pour établir la confiance. C'est ça. Ils sont prêts à établir un lien pour désarmer la situation. Et là, bam, le preneur d'otage attrape une grosse pince et sectionne purement et simplement le câble de la ligne téléphonique avec l'extérieur. Ah bah oui, rideau, plus de communication. Voilà. Tout l'arsenal du négociateur devient immédiatement inutile. On ne peut pas user de logique, d'empathie ou de persuasion sur quelqu'un qui rejette par avance les prémices même de la rationalité. Le négociateur, il est réduit à l'impuissance la plus totale. C'est exactement ce qui se passe avec Créon. En tranchant la ligne de la rationalité, Antigone désarme intégralement son oncle. Créon, c'est le roi, on n'oublie pas. Ses armes exclusives, c'est la rhétorique, c'est la logique d'État, la loi et la persuasion verbale. Donc s'il la ramène sur ce terrain-là, il gagne forcément. Bah oui, parce que le pragmatisme aura toujours plus d'arguments rationnels que l'idéalisme sacrificiel, c'est mathématique. Mais en devenant aveugle et sourde volontairement, Antigone brandit ce refus irrationnel comme un bouclier complètement impénétrable. C'est fou, c'est une inversion complète du rapport de force. Parce que, physiquement parlant, elle est prisonnière. Elle est super vulnérable, c'est une gamine entourée de gardes armés jusqu'aux dents qui obéissent tous à Créon. Elle pèse pas lourd sur le papier. Mais psychologiquement, c'est elle qui détient l'ascendant total sur lui. Créon, il est piégé par sa propre logique. Et il est pathétiquement incapable de percer l'armure de cet esprit qui s'est scellé de l'intérieur. Il frappe contre un mur de verre, en fait. Et c'est cette fermeture obstinée qui scelle la fin d'Antigone et qui l'emporte vers l'issue tragique, celle qui est imposée par la fameuse mécanique théâtrale du début. Elle préserve donc son fameux vêtement blanc du début de l'épisode. Elle meurt, oui, mais dans un éclat de pureté foudroyante. Mais une fois que cet éclat est passé, si on se concentre un peu sur le survivant, sur le papier, politiquement parlant, c'est Créon qui a remporté la partie. Il a écrasé la rébellion et maintenu l'ordre de la cité. Oui, il a sauvé les meubles de l'État. Mais que reste-t-il réellement à celui qui doit continuer à exister, le lendemain, après avoir broyé cet idéalisme magnifique? Il lui reste surtout le goût complètement cendreux d'une terrible lucidité, parce que le vainqueur institutionnel, Créon, il prononce face à Antigone une réplique d'une noirceur, mais absolue. Il lâche le fameux truc sur l'espoir, c'est ça? Ouais, il dit le sale espoir. Et il ajoute, c'est vous qui êtes les beaux, les vrais, c'est moi qui suis médiocre. Waouh! Il faut qu'on s'arrête sur l'association de ces deux mots, sale et espoir. Parce que l'espoir, normalement, c'est quasi universellement perçu comme une vertu lumineuse, tu vois. C'est le moteur de la résilience, c'est la petite flamme qui aide les gens à traverser les ténèbres dans la vie. C'est le truc positif par excellence. Exactement. Et Créon, du haut de son trône doré, il le salit délibérément. Il l'appelle le sale espoir. C'est parce qu'il opère une inversion radicale des valeurs. Ce qui est fascinant ici, c'est que dans la réalité de Créon, l'espoir n'est plus du tout un phare qui guide, c'est devenu un poison corrosif. C'est hyper sombre. Pourquoi il se juge médiocre, du coup? Il se juge médiocre parce que sa condition même de vivant, de survivant, l'oblige à espérer. L'instinct de survie, ce besoin super organique de voir le soleil se lever le lendemain, ça exige de se soumettre au monde. Donc espérer, c'est plier en fait. C'est tout à fait ça. Pour survivre socialement et physiquement en tant que chef, il faut courber l'échine aujourd'hui en espérant pouvoir se redresser plus tard. Il faut avaler des couleuvres, tolérer des tonnes d'injustices mineures tous les jours.
juste pour éviter le grand chaos. Le pragmatisme poussé à l'extrême, quoi. Voilà. Le sale espoir, c'est cette glu tenace qui nous pousse à accepter l'inacceptable juste pour continuer à respirer. Et c'est exactement ça qui nous interdit d'atteindre la grandeur figée de l'absolu d'Antigone. C'est un vrai vertige. Ça veut dire que le roi tout-puissant, le maître qui règne sur Thèbes, qui décide littéralement de la vie ou de la mort de ses sujets, il envie de toutes ces tripes la jeune fille condamnée à mort qui se tient devant lui enchaînée. Parce qu'intimement, Créon sait que sur le plan strictement philosophique, c'est Antigone qui détient la beauté vraie. La seule qui ne s'abîme jamais. Celle qui refuse de salir sa chemise blanche. Ouais. Elle appartient à cette catégorie d'êtres qui ne plient jamais, qui ne font jamais de concessions. Lui, il a un royaume à faire tourner. Il le dit lui-même, il n'a pas le droit à ce luxe inouï de pouvoir mourir pour ses idées. C'est fou parce que si on tire ce fil-là jusqu'au bout, la véritable punition dans cette tragédie, c'est pas de mourir. La mort pour Antigone, c'est une libération. Elle échappe à la lente dégradation du temps. Non, la malédiction absolue, en fait, c'est de survivre. C'est de rester là, ouais. C'est l'obligation de se lever chaque foutu matin, d'enfiler le costume usé du pouvoir et de continuer à gérer le navire qui prend l'eau, et tout ça avec la conscience aiguë de sa propre petitesse. Créon sauve l'ordre public, ouais, mais il est complètement vidé de l'intérieur. Sa victoire politique, c'est sa défaite spirituelle totale. La machine tragique a vraiment broyé les deux personnages, mais avec une asymétrie hyper cruelle. Comment ça ? Antigone disparaît dans la lumière aveuglante de son idéal, propre et parfaite. Mais Créon, le pragmatique, lui, il est condamné à errer dans les ruines tièdes de ses illusions, emprisonné à perpétuité par ce fameux sale espoir. Waouh ! Et après un affrontement d'une telle intensité existentielle, on s'attendrait honnêtement à ce que l'univers entier marque un petit temps d'arrêt. Que la Terre s'ouvre en deux ou au moins que la société soit durablement ébranlée dans ses fondations par la fulgurance de ce sacrifice. Qu'il y ait une onde de choc énorme, quoi. Exactement. Pourtant, quand Anouilh clôture la pièce, il nous montre la réaction du monde extérieur. Et comment le monde absorbe ce cataclysme intime, à ton avis ? Avec une indifférence, mais terrifiante, à la toute fin, le Shor s'avance sur le devant de la scène pour tirer le rideau sur l'histoire. Et il prononce une sentence d'une platitude complètement désespérante. Il dit quoi pour conclure ? Il dit un truc comme « Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. » Et voilà. C'est d'une sécheresse tellement cynique. 2 petits mots pour liquider un désastre humain total, quoi. Cette banalité extrême, c'est vraiment l'ultime coup de poignard de l'auteur. Parce que, on récapitule, Antigone a hurlé sa soif de pureté, elle a bravé l'autorité suprême de l'État, elle a provoqué l'effondrement de la famille royale de l'intérieur, et elle laisse quand même 3 cadavres derrière elle. C'est un carnage. Et pour quel résultat tangible à la fin ? Aucun. Strictement aucun. La machine infernale s'est arrêtée et à la seconde d'après, la vie ordinaire reprend ses droits comme si de rien n'était. Les gardes se remettent à jouer aux cartes dans un coin, le soleil se lève et la lourde administration continue de fonctionner. L'idéalisme flamboyant d'Antigone s'est juste fracassé contre le mur indestructible de l'indifférence matérielle du monde. C'est d'une tristesse. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi est-ce que ces notions-là, vieilles de plusieurs décennies, elles résonnent encore si violemment en nous, en dehors de la salle de théâtre ? Parce que, loin de la Grèce antique ou de la littérature classique, dans la banalité de nos propres vies, dans nos évolutions de carrière, dans nos choix de couple ou nos engagements de tous les jours, cette même bataille, elle se joue en continu, mais à bas bruit. Ah oui, cette tension, c'est la colonne vertébrale même de l'expérience humaine adulte, on est bien d'accord. Chacun abrite dans un petit coin de sa tête la voix incandescente d'Antigone. La fameuse pulsion de tout envoyer balader. Mais grave sérieux. C'est cette pulsion qui exige la rupture nette, l'envie furieuse de démissionner avec grand fracas face à un boss ou un management toxique, l'envie de rompre définitivement après une seule trahison, de balayer la table au moindre compromis ressenti comme dégradant, juste pour préserver son vêtement blanc des taches, tu vois. Pour rester pur vis-à-vis de soi-même. Mais en face, il y a toujours la voix de Créon qui réplique. Ouais, la petite voix du sale espoir. C'est ça, la voix du courage laborieux. Obscur, celui du lendemain matin. La force qui te permet de ravaler ta fierté de temps en temps, de rester dans la pièce inconfortable pour discuter. Celle qui te pousse à recoller très patiemment les morceaux cassés d'une entreprise ou d'une famille, pour construire quelque chose de durable, même si c'est imparfait. Le dilemme perpétuel de nos vies, en fait. Choisir d'être une étincelle sublime mais super éphémère, ou bien accepter d'être l'artisan laborieux, parfois jugé lâche ou médiocre, d'une réalité qui, elle, doit continuer de tourner.
C'est toujours le choix douloureux entre le mythe intouchable et le réel abîmé. Ouais. Et au terme de cette traversée ensemble, il y a une ultime idée qui s'impose, qui est un peu tapie dans l'ombre du texte. Et c'est peut-être la plus provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Laquelle? Si ce fameux sale espoir y fait de nous des créatures capables de médiocrité, mais qu'il est en même temps le seul et unique outil qui nous permet de survivre et d'avoir une vraie prise sur le réel. Et si, en parallèle, la quête d'une pureté absolue, d'un monde sans compromis, ça mène irrémédiablement à un sacrifice qui, au final, ne change strictement rien à la petite partie de carte des gardes? Où est-ce que tu veux en venir, Sam? Eh bien, est-ce que la véritable leçon de cette œuvre, la plus sombre, ce n'est pas au bout du compte une violente et vertigineuse mise en garde contre le danger mortel et peut-être même profondément égoïste de la pureté morale? Voilà de quoi réfléchir pour la suite.